Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine entre les vallées de la Moselotte et du Bouchot, à 2 km seulement de Vanier, découvrir un village où vivent près de 350 Gerbamontois. La commune de Gerbamont est l'une des 188 du périmètre du parc naturel régional des Ballons des Vosges. Nous partons à la rencontre de la famille Poirot à la ferme Le Jol, un incontournable dans le village depuis plusieurs dizaines d'années. En fin d'émission, nous découvrirons les ruches de Fabien Poirot à la miellerie du Mété. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Régis Vexeler, vous êtes le maire de la commune. Alors, un nouveau maire, mais un maire déjà impliqué depuis plusieurs années dans le conseil municipal en tant qu'adjoint aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Donc j'ai fait un premier mandat de conseiller municipal, puis un mandat d'adjoint avec Daniel Poirot qui est resté 4 mandats de maire avant moi. Et puis voilà, depuis 2020, on a été élu maire de la commune. Pourquoi avoir voulu prendre la suite finalement? Alors pourquoi? Parce que déjà il n'y avait pas foule de candidats, on va dire. Après, avec les 2 mandats précédents, j'avais quand même un petit peu d'expérience dans la gestion et la vie communale. Alors vous disiez qu'il n'y avait pas foule de candidats. Est-ce qu'on comprend que les personnes aient moins envie de s'engager dans la politique quand on voit que la fonction de maire finalement elle est un petit peu différente aujourd'hui? On demande plus? Oui, on demande beaucoup. En fait, quand on est maire d'une petite commune, il faut être multi-compétences. Donc ça, c'est un petit peu, ça peut rebuter. Ça prend aussi beaucoup de temps, surtout quand on est encore en activité. Beaucoup de réunions d'information. Pas forcément où on prend des décisions, mais où on reçoit de l'information. Des réunions aussi ou peut-être avec les communautés de communes, des choses comme ça? Oui, alors la communauté de communes, ça prend de plus en plus de place. Après, c'est pas forcément un mal. Il faudrait que parfois on puisse aller plus vite dans certains domaines. Et puis qu'on n'a plus le choix aujourd'hui. De toute façon, nous, à 400 habitants, 350-400, on n'a pas la capacité d'un gros investissement et tout ça. Et si on veut maintenir des services de qualité, ça passe forcément par l'interco et de la mutualisation. Il faut qu'on travaille de plus en plus ensemble. Et un service de qualité où vous travaillez ensemble, c'est l'école justement, c'est en RPI avec Sapois. Oui, c'est l'école, c'est un bel exemple de coopération entre 2 communes. Les maternelles vont à Sapois, après ils reviennent ici CP, CE1 et la moitié des CE2 en fonction des effectifs. Voilà. Et puis ils repartent à l'école à Sapois pour le cycle CM1, CM2 avant d'intégrer après le collège de Vanier. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de jeunes actifs, de familles sur Gerbamont? Oui, alors la population, elle est comme globalement dans les Vosges, elle est vieillissante forcément. On a un peu de mal à garder nos jeunes parce qu'ils partent en études supérieures dans des plus grandes villes, des villes universitaires comme Nancy, la plus proche, ou Strasbourg. Et après, après leur formation, ils ne trouvent pas forcément un emploi dans le bassin de Remiremont, qui est notre principal bassin d'emploi. Alors des jeunes qui s'investissent tout de même, puisque notamment cette course de tracteurs qui aura lieu début juin à Gerbamont, mais alors, pas que. C'est plutôt une association de maintien de tradition. En fait, c'est les conscrits, donc les jeunes du village qui ont 18 ans qui organisent ça pour gagner un petit peu d'argent et puis faire un voyage en commun ensemble qui se fait avec les jeunes de la commune de Bas-sur-le-Ruf. Et encore de la coopération. Là. Encore de la coopération. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous à Gerbamont aujourd'hui? Ah oui, ça va plutôt bien. On a un beau village qui est calme, qui est plutôt rural, mais voilà, on est en pleine nature, tout le monde peut avoir un pavillon avec un jardin. Enfin, on a une vraie chance, on l'a peut-être encore plus mesuré en 2020 pendant le confinement. Et au niveau des projets à Gerbamont, on parlait des budgets qui dans les petites communes ne sont pas forcément extensibles, mais tout de même des projets. Oui, alors à Gerbamont, cette année, on a prévu 530 000 € d'investissement, ce qui est quand même conséquent. Donc il y a une bonne partie pour la voirie communale, où on va investir en gros 90 000, 100 000 €. Ensuite, on a prévu de refaire un point d'apport volontaire pour le tri sélectif de nos déchets, donc, qui est en entrée de village côté Vanier et qui mérite d'être repaysagé, adapté, tout ça. Donc ça, c'est une coopération avec la communauté de communes. Donc là où on va investir 120 000 €. Et puis après, différents investissements sur les bâtiments, notamment sur la salle des fêtes qui sont prévus cette année. Et puis un enfouissement de réseau
Ah, il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire. Bah, écoutez, on suivra ça. Merci beaucoup pour votre accueil, De Régis, rien. ici à Gerbamont. Nous continuons notre découverte du village, direction la ferme Le Geol. C'est une histoire de famille depuis 1970, quand un couple d'agriculteurs décide de transformer le lait en minster plutôt que de le vendre aux laitiers. Depuis, la ferme Le Geol n'a cessé de valoriser et transformer. Aujourd'hui, viandes et charcuteries côtoient fromage et yaourt. Cécile Poirot, merci de nous accueillir à la ferme Le Geol. Alors on connaît bien la ferme Le Geol ici à Gerbamont et bien au-delà. Je le disais en introduction, une histoire de famille. Plusieurs générations ici ont apporté leur pierre à l'édifice et apportent toujours leur pierre à l'édifice d'ailleurs. Et oui, en effet, mon grand-père dans les années 70 s'est retrouvé papa de 2 petits garçons et il savait qu'ils en voulaient d'autres bien sûr. Donc ils se sont associés avec son beau-frère, le frère de ma grand-mère en fait, et ils ont décidé de valoriser le lait en minster. Comme le lait en fabriquant du minster dégage du petit lait, ils se sont dit que pourquoi pas transformer ce petit lait, enfin s'en servir plutôt, pour nourrir les cochons, et de là est arrivée la partie boucherie et ensuite charcuterie. 3 garçons donc se sont succédés à mon grand-père. Le premier, lui, restait spécialisé dans le minster. Aujourd'hui, il est toujours condamné avec sa femme en fromagerie. Ils affinent les fromages toute la journée. Quant à mon père, lui, il est arrivé juste après son service militaire, il avait fini aussi son CAP de boucherie-charcuterie. Donc il a repris la relève de ma grand-mère en boucherie-charcuterie. Il a étoffé la gamme avec tout ce qui était les farces fines qui sont plus délicates et plus techniques. Donc les knacks, les saucisses du gourmet et autres sont arrivés par la suite. On a toujours gardé les viandes fumées parce que ça, c'est notre arrière-grand-père même qui nous l'a transmis. Donc on reste avec nos bûches de bois de hêtre pour ça. Et le petit dernier, Philippe, lui, il a seulement 38 ans cette année. Lui, il est toujours resté passionné un petit peu de cochon. Donc lui, il a plutôt rénové les parties porcherie pour pouvoir accueillir tous les petits cochons qu'il faut pour nourrir tout ce village. D'accord. Et justement, dernier investissement, cette nouvelle porcherie, l'idée c'était d'accueillir plus de porcs. L'idée c'était qu'il y a 40 ou 50 ans, on ne faisait pas les bâtiments pareils. L'isolation n'était pas la même, la luminosité à l'intérieur n'était pas la même non plus et la climatisation était entièrement électrique. On préfère de nos jours avoir des bâtiments qui peuvent s'ouvrir davantage pour avoir une ventilation qui soit beaucoup plus naturelle et puis bien sûr une luminosité si possible tout aussi naturelle. Combien d'animaux ici alors, en les volailles, moyenne, les en vaches, permanence, on a à peu près 300 porcs qui sont à l'élevage. On n'est pas naisseurs, on est juste engraisseurs. Donc ils arrivent quand ils ont 2 petits mois, juste après le sevrage, ils font une petite vingtaine de kilos. Et nous, on va les élever jusqu'à l'âge de passer en saucisse, on va dire. Pour tout ce qui est bovin, en ce moment, on a 180 vaches laitières en salle de traite tous les matins et donc tous les soirs, bien sûr. Et on a à côté de ça à peu près 300 jeunes à l'élevage, puisqu'elles font tout un veau par an, grosso modo. Aussi bien les petits mâles, eux, seront transformés, valorisés au niveau de leur viande, que les petites femelles, elles sont pour objectif de remplacer leur maman un jour. D'accord, ça fait un beau petit monde. Et pour s'occuper de tout ce monde, de toute cette transformation, vous êtes combien ici? Eh bien, avec la partie volaille aussi, au total, on est à peu près 17 personnes. En moyenne. L'année passée, il y avait déjà des difficultés de recrutement. C'est toujours d'actualité malheureusement? Oui, ça fait déjà quelques temps que ça dure. On a déjà remarqué depuis 3-4 ans qu'il n'y a plus beaucoup d'apprentis bouchers charcutiers. Vous en cherchez tout de même, là, toujours des apprentis? Oui. On trouve des personnes plus âgées qui sont du coup plutôt en reconversion, qui cherchent un autre style de vie. Alors les produits, donc on disait un éventail très large, une gamme très large, et des produits qui ont été valorisés, certains au salon d'agriculture. C'est important cette reconnaissance aussi du salon d'agriculture notamment. Oui, c'est toujours bon pour le moral de voir que nos produits sont appréciés, et appréciés pas seulement par nos clients d'à côté, mais par des groupes, des ensembles comme le concours agricole à Paris. On a eu 3 médailles cette année, une médaille d'or sur notre tomate des ours, ce qui fait qu'en ce moment elle manque un petit peu à l'appel au magasin puisqu'elle n'est plus assez affilée, elle est partie trop vite. On a aussi une médaille d'argent sur la tome aux fleurs et puis une médaille d'or pour notre master au cumin. Au niveau des canaux de vente, alors il y a les marchés, enfin le marché, puisque donc en raison des problèmes de recrutement, vous n'êtes plus que sur un seul marché, c'est ça? Oui, c'est ça. Avant, on avait un employé qui s'occupait de la camionnette qui faisait les marchés plein air. Ça faisait 5 matins par semaine. Malheureusement, c'est bien pour lui, il est parti en retraite celui-là. Du coup, on a préféré arrêter cette camionnette qui n'était plus assez rentable pour le moment. Et puis, avec la perte de personnel, c'était pas évident de tout tenir. Et par contre, l'essentiel de nos clients viennent nous retrouver par contre à la ferme. Alors, il y a une part donc, qui est vendue en marché et une part qui part aussi pour d'autres structures. Comment ça se passe? Alors, autant la viande sera uniquement vendue en direct de nous à des particuliers, des maisons, des familles. Par contre, les parties fromage, c'est vrai qu'on en revend peut-être 5%, mais il faut dire qu'on produit au total un peu plus de 80 tonnes de fromage par an. Donc forcément,
tout ne peut pas se vendre à Gerbamont. On en revend une partie par des supermarchés, mais une partie part aussi chez les maîtres affineurs qui, eux, vont le revendre à l'international. Eh bien, écoutez Cécile, merci beaucoup pour votre accueil ici à la ferme Lojol. On part à la rencontre de Fabien Poirot à la miellerie du Mété. Apiculteur récoltant, Fabien Poirot propose du miel de sapin, de montagne, d'acacia et de tilleul. Le passionné nous ouvre les portes de sa miellerie. Fabien, merci de nous accueillir. Nous sommes au cœur de vos ruches. Alors certaines de vos ruches, on va y revenir tout à l'heure. Nous sommes mi-avril au moment où on enregistre cette émission. Les conditions ne sont pas encore idéales, clairement, pour les abeilles. Oui, il faut un minimum de 18 degrés pour faire les visites de printemps en début de saison avant de commencer à poser les hausses et prétendre à des éventuelles récoltes. D'accord, donc on essaie encore un peu frais, là, 10 Voilà, degrés c'est un peu aujourd'hui. frais pour faire une petite visite et vous montrer les petites abeilles. Une visite de printemps, c'est quoi? Ça se caractérise Alors, par quoi? on va déjà voir la réserve de nourriture par rapport à la colonie, l'état sanitaire de la ruche, la présence de la reine et la population, le nombre d'abeilles qui seront là pour nous produire du miel sur le mois de mai. Alors on parle beaucoup de dérèglement climatique, Oui. Justement j'imagine que vous le ressentez, en ce moment on n'a que 10 degrés donc ça y joue un petit peu. Comment on y fait face quand on est apiculteur? L'apiculture de nos anciens n'est plus à l'ordre du jour, c'est-à-dire qu'il va falloir s'adapter à chaque fois par rapport à des règlements climatiques, aussi bien par rapport à des températures trop froides au printemps qui vont durer comme par exemple en 2021 où là on a eu du froid jusqu'à mi-juin, et l'année passée où on a eu une sécheresse qui a duré plusieurs mois, où là nos colonies n'avaient plus de nectar à aller chercher. Donc plus de travail aux ruches pour pouvoir faire des récoltes. Voilà, une manière différente finalement De pratiquer l'apiculture. On s'adapte. On n'a pas Pas le le choix. choix. Depuis combien de temps êtes-vous apiculteur? La plupart des apiculteurs vont venir par passion à l'apiculture. Donc là, depuis l'âge de 16 ans, j'avais deux ruches. Et de fil en aiguille, on a augmenté un petit peu le nombre de caisses, le nombre de colonies. Et l'idée de vivre de cette activité est arrivée bon an, mal an au fil des années. Après moult stages, moult expériences à divers endroits, on s'est vite rendu compte qu'il fallait une double activité pour pouvoir tenir le coup. Et donc j'en suis venu à passer le brevet d'état d'accompagnateur en montagne, qui me permet au jour d'aujourd'hui d'allier les deux activités en proposant des visites au niveau scolaire, adulte, au niveau de mes ruchers. Deux activités qui se complètent très bien. C'est ça, deux activités qui se complètent Ouais. tout à fait. Je le disais justement, vous aviez différents miels. Comment on sait de quel type de miel il s'agit? On place ses ruches à un endroit particulier? Vous avez plusieurs ruchers d'ailleurs Alors répartis. là, à l'heure-ci, j'ai à peu près 400 ruches et réparties sur une vingtaine de ruchers à différents endroits, aussi bien sur la plaine du massif des Vosges que sur le massif. Et on va toujours orienter, chercher à chaque moment où la nature va donner du nectar et va être propice pour produire du miel, proposer à nos abeilles du nectar. On va installer nos colonies à différents endroits pour prétendre à une éventuelle récolte si la météo nous le permet. D'accord. Donc là, typiquement, ici, on est sur... Là, on est plutôt sur le rucher d'élevage, donc à la miellerie, où là, les colonies vont se développer, vont être bichonnées pour pouvoir aller après sur les ruchers de récolte. Et quelles sont les grandes étapes avant d'enfin goûter le miel? Alors après, une fois que les hausses sont pleines, on va ramener nos hausses, le précieux miel à la miellerie, où là, on va pouvoir extraire le miel avant de le mettre en pot et pouvoir le proposer aux gourmands. Donc un processus que vous faites découvrir, vous nous le disiez tout à l'heure, et un investissement, ce bâtiment derrière nous qui est encore en travaux. Voilà. L'idée c'est de proposer, de montrer un petit peu l'envers du décor. Voilà, et garder le contact avec les clients et surtout les jeunes qui aujourd'hui ont besoin de s'éveiller à la nature, faire autre chose que de regarder leurs petits écrans. L'émerveillement et les yeux qui brillent quand j'ai une classe d'enfants qui vient regarder les abeilles, c'est un troisième salaire. Merci beaucoup pour votre accueil, Fabien, ici à Gerbamont. Notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt. Elle a pris la schtroumpfette. Retrouvez Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.